Les millionnaires aujourd'hui dans le monde, ils ont pas beaucoup d'endroits où aller. Un jour, j'étais venu te voir et j'avais dit, mais ça me coûte une blinde. Et là, tu m'avais répondu, les gens s'en souviendront. Yomi, c'est un ami depuis des années. Ça fait des années qu'il me casse les pieds en disant fais une formation, fais une formation, fais une formation. Je n'étais pas très motivé pour deux raisons. Je vais mettre 10 millions d'euros dans un fonds d'investissement qu'il répartira dans des startups. Je mets 20% au début à la constitution du fonds. J'ai décidé de fonder mon studio de dessin animé avec une IA. Et j'ai décidé de donner 50% des parts à cette IA. Et à ma mort, cette IA va distribuer cet argent. Des fondations. Pas des fondations, surtout pas. Salut Oussama, ravi. Bienvenue sur cette nouvelle émission du Brickstock. Donc, on a une communauté d'investisseurs qui investit des tout petits montants à partir de 10 euros et principalement sur de l'immobilier. Pourquoi principalement Parce qu'il y a autre chose sur Brix? Non, on fait que de l'immobilier, mais tu vois, ils sont ouverts à d'autres sujets en général. On sait que certains investissent aussi sur d'autres plateformes qui font plutôt de l'investissement boursier. Certains veulent créer demain leur start-up. Donc, c'est intéressant d'avoir un panorama assez large. Et donc c'est une belle transition pour t'inviter parce que comme tu as géré The Family, qui était un bel incubateur, un accompagnateur de nombreuses startups en France et qui a aidé finalement beaucoup de start-upers français et que tu continues, tu vois, d'être un modèle pour beaucoup de personnes. Moi, j'étais intéressé d'avoir, comme d'habitude, tes conseils qui peuvent être précieux. Avec plaisir, ouais. Et aussi de t'interroger par rapport à ce que tu as fait en termes d'immobilier ou ce que tu n'as pas fait et pourquoi tu l'as pas fait. Avec plaisir, ouais. Parce que tu vois, ce que je vois, c'est que beaucoup d'entrepreneurs nous parlent pas de leur création de patrimoine. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui font de l'immobilier. Mais je te propose de te présenter. Ouais. Je m'appelle Oussama. Effectivement, comme tu l'as dit, pendant des années, j'ai dirigé The Family pendant 10 ans. Et puis, à la suite d'un conflit très médiatisé, j'ai fait page blanche. Je suis parti à Dubaï il y a 2 ans et demi. Et je me suis reconstruit autour de 3 piliers. J'ai continué. Avant, je passais 80% de mon temps à donner des conseils et 20% à bâtir des boîtes. J'ai inversé. J'ai continué par plaisir et amateurisme à donner des conseils à des gens dans un format très différent de The Family, qui est Better Call Us, où les gens payent 300 € pour parler une demi-heure avec moi. Et qui est en fait un format beaucoup plus sain, agréable. Le taux de rendez-vous de qualité est bien plus haut que quand c'est gratuit. C'est vraiment c'est un peu amer pour moi de me dire ça. Je me dis merde, si j'avais été payé 300 € par rendez-vous à The Family, vu que j'en faisais une centaine par semaine, j'aurais fait beaucoup d'argent. Et pourquoi pas faire payer plus cher alors en fait, j'ai testé les prix. Si tu fais payer plus cher, t'as pas moins de rendez-vous. Mais la nécessité d'être performant au rendez-vous est différent et la type de gens qui viennent est différent. Et comme moi, ce que j'aime, c'est les gens qui débutent et les gens sur qui je peux avoir un max d'impact. Tu sais, c'est comme dans l'éducation, plus ils sont petits, plus tu peux avoir d'impact. Je pourrais faire des calls à 1500 et j'aurais que des PDG de boîtes à 100 millions qui viendraient me demander comment gérer leur board. C'est pas que c'est inintéressant, mais impact marginal en fait. Plein d'autres gens peuvent faire ça. Alors que la gamine de 16 ans qui économise 300 € et qui m'appelle en me disant je sais pas quoi faire de ma vie et je pense que je peux devenir entrepreneur, mais mes parents me disent qu'il faut surtout pas, ou le mec qui me dit t'as des calls là, des gamines de 16 ans qui là je pense à une particulier. C'est chaud parce que c'est un sacré invest pour elle, tu vois, c'est beau déjà qu'elle fasse cet invest parce que tu vois, à 16 ans, tu te dis pas je vais mettre 300 balles pour avoir une demi-heure de conseil. Elle, je lui ai offert 1 an de call gratuit. Ok. Tu t'es dit je lui ai dit on se parle tous les 15 jours jusqu'à ton bac. Cool. Et ça a été génial. Mais c'est pour ça que je pensais à elle. Mais ou des gens, tu vois, qui sont salariés, qui veulent devenir entrepreneurs, etc. Donc 300, c'est pile poil le bon montant pour que ce soit suffisamment cher pour que ce soit sérieux et suffisamment accessible pour que tout le monde puisse le prendre. Ça reste un montant symbolique comme ça. Donc ça, je fais ça. Et ensuite, j'ai recréé une startup où cette fois, je suis dirigeant, je suis au front, etc. Et je fais un truc un peu marrant. Je fais des dessins animés en intelligence artificielle. Et donc, je suis en train de créer Walt Disney / Pixar, mais version IA. Okay. Comme si Walt Disney avait accès à l'IA aujourd'hui. Et en fait, moi, j'ai une théorie qui est très, très peu partagée, d'ailleurs, par l'industrie, parce que je parle avec plein de gens de l'industrie, ils pensent tous que je suis con.
c'est que moi, ma théorie, c'est que l'intelligence artificielle va pas fondamentalement bouleverser le format du dessin animé. En fait, les gens, ils imaginent qu'on va taper des prompts et ça va générer des dessins animés. Bizarrement, j'y crois pas du tout. Pour plein de raisons. Mais ce que je pense que ça va faire, c'est que ça va rendre les dessins animés persistants. C'est-à-dire que, je sais pas, tu as regardé Dragon Ball Z, toi, par exemple? Pas trop Dragon Ball Z. Qu'est-ce que t'as regardé? Naruto moi, j'étais pas trop manga. Alors, t'étais quoi? T'as regardé Pixar Ouais, soit des Pixar, mais tu vois, il y avait des Tintins qui passaient à la télé. Alors, je regardais Tintin. ça, oui. Prenons l'exemple de Tintin. Tintin, c'est très persistant. Imagine, t'as Tintin dans ton WhatsApp, t'as Tintin sur Instagram, et Tintin, il poste des stories comme s'il était vivant. Ok. Et là, d'un seul coup, ça devient une autre forme de storytelling. C'est que le dessin animé, ça sert à découvrir Tintin, mais la vraie histoire de Tintin, elle se passe dans la vie de tous les jours. Comme s'il était réel, en fait. Donc tu le fais vivre au travers de différents canaux. Ouais. Et ça, je pense qu'elle est là, le vrai pouvoir de l'IA. C'est de faire sortir le storytelling du format film. Et le faire rentrer, en fait, dans ce que j'appelle la réalité synthétique. C'est quand tu sais plus ce qui est vrai et ce qui est faux, et que tu acceptes que le faux peut être aussi intéressant que le vrai, et que le vrai peut être faux. Tu vois, ok. Et ça, c'est un monde, je pense... T'as perdu la moitié. Fabuleux. Non, mais tu verras, les gens vont comprendre. Je pense que ça va être un monde fabuleux. Donc voilà, je fais ça 80% de mon temps. Ok, cool. Merci pour cette présentation. Écoute, moi, je te connais de l'époque The Family. Effectivement. Parce que tu m'avais aidé justement sur ma première startup. Et d'ailleurs, The Family était rentré au capital à cette époque. J'ai le souvenir de toi bâchant finalement toutes les personnes qui n'étaient pas sur des business startup, qui étaient sur des trucs un peu traditionnels. Ouais. Tu vois, notamment l'immobilier. Peut-être qu'un business comme Better Call Saul, tu vois, t'aurais dit c'est de la merde, dégage. J'ai l'impression que t'as un peu changé d'avis. Tu penses que j'ai changé d'avis? Mais en fait, je pense que vous avez quand même une perception... C'est marrant, c'est une perception faussée. Moi, je pense que ce qui est important, c'est le contexte, pas les principes. Le contexte de The Family, il était très simple. C'est d'aider des gens à être plus ambitieux dans un pays où tout le monde leur disait de pas l'être. Ouais, ça a été ouf. Tu l'as bien fait pour et le donc, coup, le job. Ouais. Forcément, t'as besoin de caricaturer d'un côté Ouais. pour que, en fait, ça pousse. Parce que si tu commences à être subtil, ils attendent que ça, que tu sois subtil pour avoir des excuses pour dire oui, mais moi, je suis l'exception, tu vois. Et c'est vrai que c'était un univers très hostile de ce point de vue-là, parce que tout le monde te donne le conseil de ralentir, en fait. La France, c'est un pays où quand un entrepreneur échoue, on lui dit pas de réessayer. Quand un entrepreneur échoue, on lui dit que il aurait mieux fait de pas le faire aussi vite. Ce qui est très bizarre comme conseil. Tu devrais dire à un mec qui échoue, bah écoute, réessaye 2 fois plus vite, et peut-être ça va finir par marcher. Parce qu'en fait, ce qui compte, c'est pas le nombre d'échecs, c'est la magnitude des succès. Et en fait, que les gens nous fassent 300 PME, ça va pas changer grand-chose au paysage franco-français. Mais ça, on va dire que c'est la partie gloire. Après, si les gens ont envie d'avoir une vie tranquille, un business stable, des cash flows, etc., je respecte. Ouais. Et si tu veux, moi, je suis sorti de The Family, j'ai 37 ans. Je me suis dit, bon, c'était sympa, j'ai fait ça à 27-37 ans. Il y a un moment, j'ai eu besoin de créer des cash flows plus stables pour me reposer. Mais tu vois, au bout de 2 ans, je me suis dit, bon, bah, on retourne à la guerre. Mais ça, c'est des choix personnels qu'il faut faire en son âme et conscience. Et il faut décider si on cherche la gloire ou le bonheur, tu vois. Non, mais c'est là-dessus où je voulais te challenger, effectivement. Tu vois, j'ai fait un peu pareil dans mon parcours. À un moment donné, tu as besoin d'un filet de sécurité. Ouais, de te sécuriser, notamment sur un train de vie, sur des cash flows qui rentrent tous les mois pour justement pouvoir mettre ensuite à profit toutes les idées que tu as et repartir à la guerre, comme tu dis. Exactement. Je pense que toi, tu as créé The Family, c'était quoi, 2011 2013, ouais. 2013, tu vois, il y a 10 ans. 10 ans, ouais, plus poil. Je pense quand même que l'entrepreneuriat et la mentalité a un peu évolué et tu as beaucoup contribué. Ouais. Donc effectivement, c'est assez juste, tu vois, cette mentalité très française de l'entrepreneuriat, mais c'est quand même en train de bien bouger. Ça a beaucoup bougé, hein. Mais en même temps, est-ce que ça a suffisamment bougé? Ça, c'est ma vraie question, en fait. Moi, je le vis un peu comme un échec de pas l'avoir fait plus bouger. Plus bouger, oui. Je te donne un exemple très simple. Hein. Combien on a de startups AI 0, tu vois. Et
Et pourtant, les chercheurs et toute la recherche, français, ils sont tous français. Ça se tapait la tête en mur. Ça, c'est fou. Et c'est fou, à chaque cycle, on répète la même histoire. Internet, ils étaient tous français, ils sont partis d'un Valais, l'IA, machin. Donc, dans 10 ans, on va faire de l'IA. Bon. C'est dommage, on avait l'opportunité de réussir à prendre ce cycle, tu vois. Mais bon. Après, c'est comme ça. Mais toi, tu fais une super boîte. Tu sais que j'ai suivi avec beaucoup d'admiration. J'étais très content. Ouais, c'était cool. Ouais, franchement. On a eu une sacrée traction, tu vois. Je m'y attendais pas. Puis t'as vu, la traction, ça fait du bien. Hein. Oui. Ça, tu te souviens quand je te disais que la traction, c'est obvious. Non, je crois que tu m'avais dit un truc. Tu m'avais dit ce qui est frustrant quand on crée une boîte, c'est qu'on peut être le mieux câblé intellectuellement. Si t'es pas sur un marché qui est en pleine croissance, t'as beau être un génie, t'as beau faire tous les pivots du monde, mais en fait, ton business, il restera petit. Alors que tu peux être foncièrement con. Si tu es sur un business qui explose comme l'IA, à un moment donné, il y a les investisseurs qui vont vouloir investir dans ta boîte. Ouais, donc, choisis le bon marché. Tu vois, tu avais dû dire un truc comme ça. Et effectivement, après, le mieux, c'est d'avoir le bon mindset de l'entrepreneur et le marché qui va avec. Bien sûr, ouais. Quitte à choisir. Ouais, donc, si on parle de BRICS, on va parler d'immobilier. Ouais. Là, dans la presse, il y a eu pas mal de journaux qui ont mis en avant ton manoir, ouais. en Bretagne. C'est en Normandie. En Normandie. Ouais. Mon fameux manoir. Est-ce que tu peux nous parler de tes investissements immobiliers ? Est-ce que c'était juste un kiff ? Est-ce qu'il y a une notion de rentabilité, de cash flow derrière, ou comment tu le gères ? Alors, les cash flows sont dans cet investissement sont assez dingues, mais c'était pas vraiment. Enfin, c'est plus une surprise. Moi, j'ai toujours eu une passion pour l'hôtellerie de luxe. C'est un truc, je pense être très 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 précis sur ce sujet-là. Je sais ce qui est bien, je sais ce qui est mal, je sais ce qui est du goût et ce qui est pas du goût. Et quand j'ai rencontré Christophe Delaune, j'ai pas acheté de l'immobilier, j'ai acheté un associé qui s'avère faire de l'immobilier, tu vois. Mais moi, mon truc, c'est toujours à travers les autres. Donc ça c'est l'associé avec lequel tu as acheté le manoir. Okay. Et en fait, ce type, c'est un génie de la construction. C'est sa capacité à transformer et à faire de l'excellence dans la construction est hors du commun. Et donc, parce que là, il y a eu de la rénovation ? Non, c'est de la construction de zéro. C'est un truc. Ah, vous avez construit. Ok. Ouais, donc ça a l'air d'avoir 500 ans, mais. Ouais, c'est le cas. Ouais, sur les photos, t'as l'impression que c'est un vieux truc. Ouais. Ouais, non, c'est tout nouveau. Ce type, c'est le Amélie Poulain de la Normandie. Il est en train de créer le village normand rêvé qui n'existe pas en fait en Normandie, mais qui est l'image d'Épinal de la Normandie qu'on a. Et il est hors du commun, quoi. En fait, il est vraiment. C'est une génération d'entrepreneurs. C'est un type qui a eu une boîte cotée au Nasdaq, qui avait 1000 salariés dans 37 pays. Enfin. Ok. Et là, qui un jour a décidé de tout quitter pour reconstruire de zéro. Donc c'est un type vraiment vraiment spécial. Tu vois. Dans sa vie, il le dit dans une interview que j'ai fait de lui. Je me souviens plus du chiffre exact. Comme ça, les gens pourront râler si je me trompe en commentaire. Mais je crois qu'il dit qu'il dépense 800 000 euros par an pendant 20 ans en hôtel, en consommation. En consommation ? Ouais. Ah oui, donc lui aussi, il connaît bien si tu veux, mais x10 de moi, en fait. Et donc ouais, exceptionnel. Vraiment exceptionnel. Ok. À 800 000 euros, tu te fais que des super hôtels. Il a tout fait. Ouais. Il y a pas un hôtel où je vais dans le monde où il me dit pas quelle chambre prendre. Ok. Ouais. Bon, si t'as une boîte au Nasdaq, après, j'imagine que les salaires vont avec et que tu peux te payer des... Il a gagné beaucoup, il a tout dépensé, il a vécu et en fait, résultat, lui, il est vraiment dans ce qu'on appelle le post-luxe. C'est ce luxe très précis de la simplicité. C'est le domaine d'Ablon, en fait, c'est très luxe, mais très simple, très sobre, très élégant, très, tout est, le moindre détail est pensé, enfin, jusqu'aux poignées de porte qui sont chinées, etc. Donc ça, c'est mon patrimoine immobilier. Et à côté de ça, alors, moi, ma thèse dans l'investissement, etc., c'est qu'il faut jamais faire de choses si t'es pas un pro. Et l'immobilier français, moi, c'est un truc, j'ai jamais été intéressé, j'ai jamais compris, parce que il y a pas assez de mouvement, il y a pas assez de rendement. Il faut trop compter les centimes et je sais pas faire ça. Donc, ça n'a jamais été mon plan. Mais par contre, je suis en train de me découvrir une passion pour l'immobilier à Dubaï. Ok.
Parce que l'immobilier à Dubaï, c'est beaucoup plus spéculatif. C'est un marché plus violent. C'est la jungle, donc tu vois, tu te balades, etc. Et c'est un endroit où il y a des vraies opportunités de faire des vrais flips avec des vrais rendements. Des x2, x3 sont vraiment possibles à Dubaï. Tu vois, l'immobilier à Dubaï est pas mal comparé à l'immobilier à Miami, ouais. qui est aussi, tu peux faire x3 en l'espace de 2-3 ans. Ouais. Je comprends mieux à Miami parce que finalement, la terre est limitée. Tu vois, quand tu es sur les îles, il y a plus de place pour construire. Et donc, je comprends bien la volonté des gens de spéculer là-dessus pour acheter quand c'est plus constructible. À Dubaï, j'ai l'impression que tu vois, ça continue de construire. C'est quoi? C'est qu'il y a un afflux de population qui est une demande supérieure à l'offre? Si tu veux, Dubaï, c'est assez facile à comprendre. Grosso modo, les millionnaires aujourd'hui dans le monde, ils n'ont pas beaucoup d'endroits où aller s'ils veulent pas avoir de taxes et être en sécurité, grosso modo. C'est le combo du millionnaire un peu dilettante. Il veut un pays où il n'y a pas trop de taxes parce que comme il est dilettante, il n'est pas productif, donc il peut pas vraiment supporter une charge fiscale élevée. Et t'en as quand même une dizaine de pays, mais oui. Ouais. Et ensuite, il faut un combo sécurité et disponibilité. Donc Monaco, il n'y a plus de place, tout le monde se fait chier, c'est trop petit, machin. La Suisse, c'est un enfer. Si tu veux vivre en Suisse, c'est te faire dénoncer par tes voisins toute la journée parce que t'as pas sorti la poubelle à l'heure, machin. C'est quand même des cultures extrêmement rigides. T'as peut-être Singapour. Singapour, avec le Covid, ça en a traumatisé plus d'un parce qu'ils se sont rendus compte que c'était une dictature pas facile à vivre. Et t'as les États-Unis, l'Angleterre, qui sont pas les endroits les plus faciles au monde pour avoir un visa. Donc, Dubaï reste quand même quand t'es russe, quand t'es indien, quand t'es tous ces pays qui sont pas faciles en termes de passeport. Tu vois, un indien pour avoir un visa pour les US, il a pas un doctorat, un MBA, un je sais pas quoi, c'est très dur. Moi, je peux te raconter une anecdote j'ai rencontré un type indien à Dubaï qui a fait une très 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 grosse fortune en Inde. Il dit qu'il en est à son 5e refus de visa aux US pour aller vivre aux US. Parce qu'il a quitté l'école à 16 ans, il rentre dans aucune case. Je pensais que tu avais des visas facilités, tu vois, quand tu arrives avec 1 million de cash sur la table. Les US sont devenus compliqués même quand tu es riche. Après, il est peut-être pas non plus très motivé, il a pas pris le bon avocat, etc. Parce que si tu rentres, si t'es vraiment motivé, tu dois pouvoir résoudre le problème. Mais après, je comprends, t'es riche, il y a Dubaï qui t'ouvre les bras, il y a les US qui te ferment. Tu te dis, je vais à Dubaï. Et donc, la demande à Dubaï, elle est très 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 spéciale parce que la spéculation, elle est vraiment immeuble par immeuble. T'as pas de notion de quartier, de valeur de quartier. Tu peux avoir des immeubles qui passent de mode, qui s'écroulent en valeur. Et à côté, t'as un immeuble qui explose de valeur parce que c'est la bonne collab, c'est la bonne marque, c'est la bonne exécution, etc. Et c'est un marché où il faut apprendre à rentrer et sortir facilement. Ce que moi je sais faire en fait, c'est tu vois créer de la demande et de l'hype. Et en fait, un jour j'ai fait une blague à un mec, je disais que l'immobilier à Dubaï c'était comme les NFT. C'était le même marché que les NFT en fait. C'était des trucs de supply limited qui créent de la hype. Et en fait, toi t'es sorti de la vague avant que les gens rentrent. Mais ce qui est intéressant, c'est que même avec des moins 20, des plus 30, des x2, des moins 50, si tu restes investisseur suffisamment longtemps et dans des projets suffisamment de qualité, quel que soit le mouvement que tu tapes au centre, la tendance de Dubaï, elle est quand même haussière. Et pour une raison simple, c'est que la demande pour vivre à Dubaï est en explosion. Et je pense que franchement, connaissant un peu leur plan, notamment Dubaï 2070, là, il est fort probable que ce soit que le début. Parce que Dubaï est en train de devenir champion du monde de la sécurité, champion du monde de la médecine, champion du monde de l'IA, et etc., etc. Après, est-ce que t'as pas peur, tu vois, parce que là, j'ai vu qu'ils introduisaient, autant il y avait 0 taxe, là, ils commencent à introduire justement des taxes, même si c'est que 9%. Ça, c'est la taxe mondiale, elle va être partout, hein, même à Monaco, donc... Tu vois, il est possible que progressivement, en tout cas, ce paradis fiscal, parce que c'était aussi une des raisons pour lesquelles tu pouvais aller à Dubaï. Après, c'est 9% sur corporate, hein, pas perso. Ouais, d'accord.
Donc en perso, ça restera 0%. Ça restera 0. Ouais. Mais après, tu sais, 9%, c'est mieux que 50. Hein, donc, Oui, on est d'accord. Mais ça, vraiment, c'est assez drôle que les pays riches soient si peu attractifs en ce moment, qu'ils se sentent obligés d'aller voir des pays comme ça, et un peu comme des mafieux, d'aller les forcer à prendre des taxes dont ils n'ont pas besoin. Dubaï est un pays qui est en excédent budgétaire tous les ans. Okay. Tu vois. Et ils leur disent non, vous avez pas assez d'argent, prenez-en plus. Et t'as fait des opérations ou tu comptes en faire là? Ouais, parce que tu me parlais d'une grosse maison. J'en ai fait plusieurs. J'ai fait plusieurs flips réussis. Ok. Bravo. Et en plus c'est agréable parce que c'est un métier qui prend pas beaucoup de temps, qui permet de faire vraiment la culbute avec des marges importantes. Et avec des marges importantes. Ouais. Ouais, ce qui serait intéressant, c'est de voir nous sur nos réseaux sociaux auprès de notre communauté s'ils seraient intéressés pour aller investir à Dubaï avec toi. Avec plaisir. Sur certaines OP. Ouais. Comment toi tu fais justement pour déterminer quand tu fais des flips sur les projets à Dubaï si ça va être des bonnes ou des mauvaises opportunités, tu vois, pour pas faire de conneries? Moi, c'est ma méthode dans 100% de mes business. C'est de toujours trouver les gens les plus incroyables d'un domaine. Donc tu t'associes. Ouais, toujours. Ouais. Jamais faire les choses seul et apprendre comme ça. M'associer à Christophe pour les hôtels, m'associer à plusieurs personnes. Et en fait, à Dubaï, je pense que si tu viens sur ce marché en faisant le cake et en fait, je pense que c'est un marché très très violent. Mais par contre, si tu t'associes à des gens qui sont là depuis 20 ans, qui ont tout vu, qui ont pris plusieurs claques, qui savent faire d'un seul coup, en fait, les disponibilités et les offres auxquelles tu as accès sont plus les mêmes, en fait. Okay. Et ça, c'est vraiment, je pense, ma force, c'est d'avoir été un aimant à personne de valeur. Et en fait, mon contenu à Dubaï est très consommé par des gens francophones qui sont à Dubaï depuis des années. Et en fait, quand t'es francophone et à Dubaï depuis 20 ans, en général, t'as fait fortune dans l'immobilier. Ok. Ouais, t'as investi très tôt et donc maintenant t'es pas mal. Ouais. Donc c'est une sorte d'intersection assez marrante de mon public. Et justement, tu t'associes à des personnes à chaque fois, tu vois, qui ont des compétences qui sont assez variées en plus. Ouais. Qu'est-ce que les gens y trouvent, tu vois, en termes d'intérêt, que ce soit un expert en immobilier, que ce soit un expert en e-commerce, que ce soit un expert en hôtellerie? Je pense que c'est un peu comme ce que les startups de The Family y trouvaient. T'as des choses objectivables et des choses irrationnelles. Irrationnelles, je pense que les gens sont heureux de faire des deals avec moi parce que je pense qu'il y a une bonne convergence de fréquences. En fait, ça a l'air con, hein, mais tu vois, Christophe, il a beau avoir 30 ans d'expérience, avoir fait plein de choses dans sa vie, avoir une boîte au Nasdaq, avoir géré des milliers de personnes. Il y a un moment, il se sent seul. Il y a un moment, il se dit, putain, c'est dur seul, en fait. Et tu veux pas être avec n'importe qui. Donc, avoir quelqu'un que tu respectes intellectuellement, qui soutient, qui est loyal, qui a des idées, qui te pousse à donner le meilleur de toi-même. Ouais, c'est ça, t'as une capacité à mettre les gens en mouvement. Voilà. Où les gens, ils se disent, ouais, je l'aurais pas forcément fait, mais là, c'est cool, c'est avec Ous. Exactement. Allez, il m'a chauffé. Vous avez une bière, c'est bon, j'y vais. Exactement. Et après, il y a des trucs objectivables. Donc, par exemple, sur le premier flip que j'ai fait, tu sais, l'immobilier, c'est savoir avoir des opportunités, mais c'est aussi réussir des négos. Et la négo, c'est un truc un peu magique. C'est un truc, c'est quasi de la sorcellerie, la négo. C'est un truc, à un moment, faut être dans une pièce, faut choper le type, il faut lui dire, c'est avec moi et personne d'autre. Et quand t'es dans un marché qui est saturé, où il y a des opportunités pour personne, savoir devenir ami avec les bonnes personnes, les mettre bien, etc., c'est, tu vois, le mec se dit, putain, j'ai eu un deal que j'aurais pas eu seul. Je savais que c'était le bon deal, mais je l'aurais pas eu sans lui, quoi. Ouais, c'est ça, tu permets les opportunités. Ouais. Moi, ça me permet de rebondir sur quelque chose. Il y avait quelque chose qui m'avait frappé quand j'étais avec toi à The Family. Vous organisiez pas mal de fêtes, tu vois, c'était travail dur, mais fait la fiesta à fond aussi. J'ai plus les termes, hein, play hard, party hard. Party hard. Et work hard, play hard. Exactement. Et j'étais toujours surpris par
finalement ces soirées qui étaient assez sympas organisées chez The Family tous les mois ou tous les trimestres, où vous dépensiez sans compter. Et un jour, j'étais venu te voir et j'avais dit, mais ça vous coûte une blinde. Et là, tu m'avais répondu, les gens s'en souviendront et je ferai du business avec les personnes. Ouais, parce sûr. Est-ce que c'est quelque chose que tu penses toujours vrai? C'est quelque chose que tu appliques toujours dans le business, tu vois, donner et se dire, je suis pas obligé de recevoir en retour, mais j'espère que les gens entre nous, ça marche 100 fois mieux à Dubaï qu'à Paris. Ouais. C'est-à-dire qu'à Paris, quand tu fais ça, mine de rien, t'as quand même comme la moyenne est un peu rat, bah ça fait de la friction. Donc ça marche, ça marchait, hein, franchement. The Family, les dîners, ça nous coûtait 15 000 € tous les mois. Le nombre de boîtes qui nous ont donné 5% parce qu'ils se sont bien marrés est bien supérieur au nombre de boîtes qui nous ont donné 5% parce qu'on a dit un truc intelligent. Ça, faut pas se leurrer. Et faut pas oublier que ça crée quelque chose d'encore plus puissant. C'est une chose le business que les gens font avec nous, mais c'était incroyable le business que les gens faisaient entre eux. Ouais, c'est vrai. La valeur d'une communauté, c'est pas... Dans une communauté, t'as le centre et t'as les noyaux. Une communauté faible, c'est une communauté dont tous les noyaux sont connectés au centre. Une communauté forte, c'est quand tous les noyaux sont connectés entre eux. De façon, tu vois, ça, c'est comme une toile d'araignée, tu vois, ça rend le truc très, très, très fort. Dans la culture française, faire ça, c'est rentable, mais les rendements sont pas incroyables. Cette mentalité, cette philosophie dans la culture de Bayotte, alors déjà, ils font tout ça. Donc contrairement, tu vois, à Paris, on faisait tout le temps ça, mais on s'est jamais fait inviter nulle part à faire pareil. À Dubaï, tu le fais une fois, il y a tout le monde qui t'invite. Ouais, exactement. Et je peux te raconter une histoire qui m'a un peu traumatisé. Il y a un VC, c'est une des premières fois où j'ai décidé que vraiment il fallait que je fasse autre chose, quoi. Il fallait que je change d'environnement et que j'aille ailleurs, etc. Souvent, les vexations, tu sais, c'est des petits trucs. Tu t'accumules pendant des années des trucs. Puis à un moment, il y a un petit truc qui te fait, sauter le truc. J'ai un VC qui me contacte et qui me dit, on a perdu un de nos investisseurs. On a besoin de faire un capital call. Tu sais, les capital calls, les fonds, ils appellent le capital de leurs investisseurs. Et un de mes plus gros investisseurs fail son capital call et il va fail tous ses autres capital calls. Faut que je le remplace. Ouais. Sinon, je vais perdre des millions en fees. Mais je peux pas trop en parler. Faut que je reste discret. Ok. J'organise un rendez-vous avec un mec qui lui met en 7 jours l'argent qui lui manque sur la table. Ouais, parce que si on précise ce qu'est un capital call, parce que je pense pas que les auditeurs aient compris, en fait, les investisseurs qui investissent dans des fonds font des promesses d'investissement. Exactement. Et au fur et à mesure, ils la payent. Et au fur et à mesure, ils débloquent l'argent. Donc, moi, je dis, en tant que gros investisseur, je vais mettre 10 millions d'euros dans un fonds d'investissement qu'il répartira dans des startups. Je mets 20% au début à la constitution du fonds. Et après, tous les 6 mois, en fonction du rythme d'investissement dans les startups, je vais débloquer. Voilà. Donc, il y a un investisseur qui met pas son cash. Voilà. Ouais. Je le remplace en 7 jours en un rendez-vous. Ouais, c'est ouf. Si tu veux, j'ai rien demandé. Tu sais bien que moi, j'ai jamais demandé de commission. Ouais. J'ai jamais. Je l'ai fait pour l'écosystème, en pays de forward, etc. Le mec me dit, donc on parle quand même de 8 ou 9 millions de revenus sur 4 ans, quoi. Ah oui, en fees. En fees. Ouais. Ah oui, donc c'était énorme. C'est énorme le montant investi, ouais. Et le mec me dit, t'inquiète, je vais te mettre bien, je t'envoie un cadeau, donne-moi ton adresse. Non, mais il n'y a pas besoin et tout. Non, mais franchement... Toi, tu t'attends à un truc énorme. Et là, je reçois par la poste une main, plaquée or, made in China, qui coûte 80 € sur Amazon, avec un message qui dit « Merci pour le coup de main ». Et en fait, ce jour-là, je me suis dit que j'avais rien à faire. En fait, je pouvais faire ce que je voulais. Culturellement, ça va jamais marcher. Ça va pas marcher. C'est catastrophique. Si tu fais gagner 8 millions à un mec qui t'envoie une main qui coûte 80 €, m'envoie rien. Ouais, c'est ça. Pourquoi tu m'envoies une main? D'ailleurs, Sofiane Pamar a gardé cette main. Il l'appelle la main du seum.
Et à chaque fois que je fais un des trucs trop pour les gens sans me faire payer, il me la montre, il me dit, souviens-toi de la main du somme. Et c'est fou, hein, parce que, encore une fois, il m'aurait rien fait, je pense que j'aurais pas tilté. Parce que, voilà. Mais là, je me dis, c'est vraiment un manque de respect fondamental, en fait. Et en fait, à Dubaï, il s'est passé un truc trop bizarre en 2 ans et demi. C'est qu'à chaque fois que je fais des intros, des machins, et tout, comme j'ai toujours fait avec plaisir, avec bon cœur et tout, les types passent leur temps à m'envoyer des coms. Ok. Et que j'ai jamais demandé. T'as pas demandé, ouais. T'as pas de contrat, t'as rien. Ouais, exactement. Et les gens disent, ouais, tu sais, j'ai fait du business avec le type. J'ai gagné un billet, vas-y, envoie ton adresse, je t'envoie du cash, envoie ton email, envoie ton IBAN, envoie ton wallet. Et tu te dis, mais c'est fou cette ville, en fait. Et ça est vraiment... On peut dire ce qu'on veut hein, sur. Ils sont pro-business en fait. Super pro-business, c'est comme les US. C'est ça, ils se disent. C'est vraiment les US. Je viens de faire une vente, j'ai envie que Oussama il reparle de moi, bah je vais le récompenser. Ouais. Exactement. Ouais. Alors que l'investisseur dont tu me parles là, bah t'es cool une fois avec lui, mais t'as pas envie de continuer la relation. En fait. Évidemment. Et il est chanceux, tu l'as pas cité. Non, en plus je l'aime bien. Non mais en fait, il fait un bon boulot. Il est juste culturellement inadapté, c'est tout. Moi, ce qui m'avait impressionné, tu vois, pour changer de sujet, c'est la masterclass que tu as fait avec Yomi. 70 000 personnes connectées en temps réel. Ouais. Alors, vous avez été pas mal critiqué ou adoubé par rapport à ça. Est-ce que tu peux nous en parler? Parce que ça sortait encore de ton scope, tu vois. Ouais. Bah, en fait, tu sais... moi, Yomi, c'est un ami depuis des années. Ça fait des années qu'il me casse les pieds en disant fais une formation. Je n'étais pas très motivé pour 2 raisons. D'abord parce qu'en fait, contrairement aux apparences, c'est beaucoup de travail de faire une formation. Et en fait, après, lui, c'est son job au quotidien. Oui, mais il n'empêche, si moi je devais faire une formation avec lui, il fallait que je me mette à faire 100 heures de vidéo. Tu vois, il faut te les empiler, quoi. Ouais. Et machin. Et en fait, The Family a supprimé toutes mes vidéos sur YouTube. J'avais fait quand même plus de 600 vidéos, 800 vidéos. Ils ont tout supprimé d'un coup. Ok. Et là, je me suis dit, mais attends, il va rester aucune trace de mon savoir, etc. Et donc, comme l'upgrade, c'était de me dire tout ce que je faisais gratuit, maintenant je vais le faire payant, j'ai dit à Yomi, bon, on va retourner les vidéos, je vais rebosser, et puis on va faire ta méthode. Et alors, si tu veux, la méthode de Yomi, c'est une méthode qui est d'une simplicité consternante. Hein. Tu gagnes de la visibilité sur les réseaux. Il faut que tu imprimes la tête des gens partout. De ça, un pourcentage de gens vont venir se connecter à un événement. À cet événement, tu vas vendre en mode télé-shopping une formation. Et ce qui est drôle, c'est que c'est tout ce que les gens des startups détestent faire. C'est-à-dire vendre de façon un peu éhontée, être un peu direct, etc. Mais Yomi, il m'a donné un argument extrêmement fort. Il m'a dit, notre formation, c'est la meilleure. Il me dit, t'es fier de la formation ou t'es pas fier? Je dis non, je suis super fier du boulot qu'on a fait. Il fait, alors on va pas se gêner et on va pas se cacher de la vendre. On va dire que c'est la meilleure. On va dire qu'il y a des trucs incroyables. Et puis en fait, on va matraquer les gens jusqu'à ce qu'ils cèdent. C'était l'IA ou Web 3.0? C'était IA. Ouais. C'est l'IA appliquée à créer des boîtes. Ok. En fait, c'est vraiment coup d'état version 2, c'est-à-dire que c'est tout ce que je savais faire avec coup d'état, mais version comment je le referais aujourd'hui en utilisant l'IA. Parce que l'IA, c'est quand même un grand changement dans la façon dont on travaille. Et moi, j'ai été spectateur de ça, avec une discipline qui est d'écouter Yomi et d'accepter de le laisser faire tout ce qu'il veut et de lui dire tout ce qu'il veut. Et ensuite, de simplement suivre les étapes, même quand j'y croyais pas. Tu vois. Moi, la première fois que j'ai fait un webinaire comme ça, je me disais, mais c'est pas possible, les gens, ils vont pas acheter. Après, ça fait bizarre, tu vois. Ouais, surtout que j'ai fait plus d'argent avec Yomi Yomi a fait plus d'argent une soirée que ce que The Family a fait en 10 ans. Et en fait, tu vois ça et tu fais, bon, je vais fermer ma gueule, je vais faire du télé-shopping. En fait. et ça a été une super leçon pour moi. Ça m'a appris le pouvoir du marketing, quoi. C'est un truc que vous allez renouveler, tu penses? Nous, on a déjà fait 3 lancements et là, j'en fais un 4e bientôt. Ok. Toujours IA? La même conf. La même conf, même contenu. Au même mot. Ok. Et c'est fou, hein. Tu sais, il y a des gens... Les gens rachètent la 2e fois, peut-être? Ils viennent 2 fois ou... quand même pas, parce qu'ils ont accès à vie, mais c'est pas les mêmes. Mais c'est là où tu te rends compte qu'en fait, t'as des centaines de milliers de gens dans ton marché potentiel,
Et au lieu de parler différemment et de perdre tout le monde, répéter la même chose plusieurs fois jusqu'à ce que tout le monde comprenne, c'est bien plus efficace comme stratégie. Yomi fait la même conf e-commerce tous les 3 mois depuis 5 ans. Et depuis 5 ans, il a des nouveaux clients tous les 3 mois. C'est fou, en fait. Et on est complètement à côté de la plaque dans cette volonté de toujours faire plaisir aux hardcore fans. Tu vois, ça me fait trop rire. À chaque fois, j'ai 200, 300 messages de fans, tu vois. Ouais, dans cette conf, j'ai rien appris, Oussama. Par rapport à tes vidéos YouTube, c'est quand même bien, moins bien. Bah oui, connard. Écoute, en fait, les vidéos YouTube de haut niveau, t'en as plein. 80% de mon temps, je parle à toi. Tu peux 20% de mon temps me laisser parler à des gens qui démarrent, qui sont à la première étape, et qui ne sont pas mes hardcore fans, mais qui sont justement des gens qui découvrent ce monde. Parce qu'en fait, tous ces gens sont d'un snobisme tellement dingue qu'ils pensent que tout ce qu'ils savent, tout le monde le sait, que sous prétexte que eux, ils ont eu le temps de poncer 600 heures de vidéos sur YouTube, tout le monde a eu le temps d'aller poncer 600 heures de vidéos, alors qu'on parle de gens qui ont un taf, etc. Et quand tu vois le résultat, dans une communauté où tu as des chauffeurs Uber, des mamans, des gens de tous les jours qui créent leur boîte grâce à ça, qui commencent à gagner leur vie, etc., et qui changent de vie parce qu'à un moment, ils ont été convaincus par une campagne marketing, tu te dis, ça a vraiment de la valeur de vendre. Et de vendre quelque chose dans lequel tu crois, en fait, c'est la meilleure chose que tu puisses faire. Ouais, c'est super intéressant ce que tu dis parce que, bon, en tout cas, j'ai pas vu tes vidéos, mais moi, je suis convaincu par le potentiel de l'intelligence artificielle et à quel point ça va changer nos vies. Donc, c'est bien d'éduquer les gens parce qu'en fait, ils vont pas voir le truc arriver. Et en tout cas, ceux qui ont pas fait le shift assez rapidement mentalement vont se trouver dépassés par cette nouvelle technologie. Mais c'est pas là où je voulais en revenir. On a eu beaucoup la problématique avec des détracteurs qui s'oppose un peu à ce qu'on fait avec Brix. Et Brix a été très clivant au niveau de la population, avec des gens qui adorent et une grosse communauté qui nous soutient au quotidien, et d'autres personnes qui détestent. Et la majorité des personnes qui détestent, c'est comme tu dis, c'est des experts qui sont experts en immobilier, qui ont passé des heures et des heures à étudier toutes les possibilités d'investissement immobilier et qui te font une thèse pour te dire à quel point Brix n'est pas adapté et pourquoi Brix n'est pas la meilleure solution. Et en fait, ce que je constate, c'est que eux ne se rendent plus compte à quel point l'immobilier peut être difficile d'accès. Bien sûr. Et pour eux, ils vont s'attacher uniquement aux frais que va ponctionner, va prendre Brix au passage. Mais en fait, ils voient plus tout le côté à côté de personnes qui n'ont pas du tout accès à l'investissement immobilier, qui peuvent pas se créer un patrimoine, et à quel point finalement là c'est simple en 3 clics, et à quel point je peux mettre des personnes sur le chemin, non pas d'un investissement de 1 000 €, mais on a des personnes qui en fait arrivent dans l'immobilier au travers de notre plateforme, et même s'ils mettent 50 €, après ils nous recontactent, ils nous envoient des messages en nous disant c'est génial, ça m'a obligé à m'éduquer sur ce sujet-là, et maintenant je suis en train de me poser la question de faire un achat en direct. Et c'est ce qui est bien, tu vois, arriver à éduquer les personnes. Et effectivement, c'est ce que tu dis, c'est souvent ceux qui sont les plus fortunés, les plus éduqués, qui vont être les plus gros rétracteurs, alors que c'est pas forcément la communauté à laquelle tu t'adresses initialement. Et tu vois, c'est la différence entre les US et la France là-dessus, ou même Dubaï. Quand Grant Cardone fait une conf, qui est tu vois ce qui c'est, Grant Cardone? C'est le gourou de l'immobilier américain. Ok. 10X Workshop. Faudrait que tu regardes. Ouais, faudrait que je regarde. C'est une grande inspiration pour vous. Et bah, quand Tony Robbins fait une conférence, Grant Cardone, Tim Ferriss ou je sais pas qui, tous les gens qui sont des gens qui ne sont pas son public, mais qui apprécient le fait que de nouvelles personnes apprennent, ils sont là en soutien. Ouais. Tu vois, une conférence de Tony Robbins, t'as Obama qui vient. Obama, il apprend rien. Il apprend rien du tout. Non, c'est clair. Mais il veut montrer aux autres que c'est un chemin hyper enthousiasmant et qui dit des choses intéressantes. Que le développement personnel, c'est génial. En France, l'équivalent d'un Obama, version française, il va dire non mais attendez, c'est pas sérieux, moi je sais tout ça, j'ai pas besoin d'être là, je suis mieux que ci, je suis mieux que ça. Et ça c'est vraiment c'est un poison en fait. Alors, est-ce que tu penses que c'est de la jalousie ou c'est finalement la volonté de maintenir des personnes dans l'ignorance pour finalement se mettre en avant à titre perso, tu sais, une sorte d'ego? Moi, je pense que c'est ni l'un ni l'autre. Je pense que c'est vraiment de la bêtise et que c'est tout simplement fondé sur le fait que on a l'impression qu'on est plus grand en écrasant la tête des autres, tu vois.
Ouais, oui, ça leur permet d'avoir une visibilité en critique. Moi, je vois tous les gens là qui font... Moi, je suis épaté. Tu fais une conf tous les 3 mois, c'est la même chose. Tous les 3 mois, t'as une armée de gens sur LinkedIn qui font des démontages. Oui, alors là, il a dit ça, en fait, c'est pas ça, je sais pas quoi, etc. Et ces mecs nous font des ventes. Ah oui, non, mais c'est clair, ça fait ta pub. Mais c'est un truc de fou. Et moi, je me dis, mais si moi, il y a un mec que j'aime pas, mais jamais je vais lui faire gagner de l'argent. Et ces types, je me dis, mais ils vivent sur quelle planète, en fait? C'est parce qu'ils ont le temps d'aller regarder des gens qu'ils n'aiment pas. Parce que j'ai pas souvenir, moi, un jour, d'avoir pris le temps d'aller écouter un mec que j'aime pas. Si j'aime pas. Non, mais ça va plus loin. C'est qu'ils t'écoutent, ils font une analyse détaillée, ils répondent à tous les commentaires parce qu'après, t'en as... Exactement. Tu dis, bah, je sais pas, je comprends pas. Mais bravo, hein, merci les gars. Enfin, continuez, quoi. Bon, toujours de manière décousue, tu vois. Parce que là, on est quand même avec... une population, nous, d'investisseurs qui a moins de 40 ans. Si justement certains de nos membres arrivent à la même conclusion que toi, de se dire que finalement la France c'est pas le meilleur pays pour acheter, pour entreprendre, qui veulent venir à Dubaï, comment je me crée un réseau en arrivant à Dubaï? Pour le coup, c'est sans doute un des endroits au monde, ça me rappelle beaucoup les US de quand j'y étais moi en 2008-2010. Tu vas à n'importe quel event networking et tu démarres, en fait. Alors, il y a quelque chose à Dubaï qu'il n'y avait pas aux US et qui est très bizarre, c'est que la sécurité est telle que tu es un peu déprogrammé en termes de méfiance. Ok. Parce qu'en fait, à Dubaï... Mais c'est une sécurité comme à Monaco avec des caméras ou c'est plutôt par la terreur où tu te dis il faut pas que je fasse de la merde ici? Ça a l'air d'être une combinaison des deux. Ok. Mais en tout cas, tu te sens safe à un point qui est... En fait, qui est limite perturbant parce que quand tu pars ailleurs, d'un seul coup, tu as un poids qu'avant, tu n'avais pas parce que tu as perdu tous tes réflexes. Tu sais, ils sont tellement forts à te brainwasher qu'ils installent... Et donc, t'es jamais méfiant de rencontrer quelqu'un. Tu vas dans un resto, tu abordes les gens. J'étais avec un ami là, à Deauville, Julien. Il me dit ouais, Dubaï c'est incroyable, tu vas dans un resto, tu parles à tout le monde te répond. Et parce qu'en fait les gens se disent qu'ils risquent rien en fait. Et ils se le pensent vraiment dans leur intimité. Par exemple, les fêtes que nous on fait dans notre maison, jamais j'aurais osé faire ça à Paris. Okay. On poste des messages sur Instagram, on me donne l'adresse et on ouvre la porte d'entrée. Mais non, si. C'est Project. Ouais, mais sauf que ta maison après, elle est nickel. Elle est nickel. Ah oui, et les gens sont respectueux. Ouais. Oui, ça va au-delà de la sécurité, c'est qu'il y a du respect. Il y a... Exactement. Et donc, en fait, t'imagines, tu rencontres plein de gens. Et donc, ça va vraiment, vraiment, vraiment super vite. Après, c'est pas fait pour tout le monde. Faut aimer le bling, il faut aimer le côté extravagant de Dubaï. Il y a plein d'endroits intéressants sur Terre, mais c'est vrai que j'encourage un minimum les gens à se dire, est-ce qu'il n'y a pas des endroits où je peux aller apprendre des choses intéressantes, une petite partie de ma vie, parce que s'expatrier pour jamais, quitter sa famille et tout, c'est pas facile pour tout le monde, mais à minima, tu vois, aller passer 6 mois à un endroit, revenir, essayer de découvrir d'autres horizons. Tu vois, en ce moment, moi, je passe beaucoup de temps au Japon, assez sérieusement. Je découvre plein de choses, plein de machins. Ça change vraiment ta perspective de rentrer en profondeur dans un pays nouveau. Quelle est l'idée là quand tu pars au Japon? Parce que pour les dessins animés, c'est les meilleurs au monde. C'est là-bas. Et c'est lié à ça aussi, tes inspirations japonaises, tu sais, sur LinkedIn? Tous les dessins que tu mets. En fait, tous les dessins que je mets, c'est une IA que j'entraîne depuis longtemps. C'est vrai? Ouais. Énorme. En fait, parce qu'ils sont super bien faits, ouais. Pour mon studio, en fait, c'est pour ça. Ok. Ça me fait rire à chaque fois que tout le monde... Et d'ailleurs, je crois qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui ont compris la blague, parce qu'en fait, c'est une inspiration d'un dessinateur qui s'appelle Okuzai, qui est un japonais, qui est le mec qui a fait la vague. Ok. Oui, qui est l'inspiration de mes dessins. Ouais. Et en fait, je l'ai appelé Okuzai, mais AI en majuscule. Ah oui, non, je pense que personne n'a compris. Je sais. Mais c'est normal. Mais voilà, c'est mon petit Okuzai. Donc, je commence à avoir mon modèle. En fait, toute ma question, moi, c'est comment traîne des modèles pour toujours avoir la même consistance de style. Ok. Parce que quand tu utilises Midjourney, bon courage pour avoir le même style. C'est impossible. Donc, en fait, et c'est pour ça que les gens sont perturbés.
parce que c'est toujours exactement le même style. Donc on commence à être fort là-dessus. Et là-dessus, avec cette startup que tu es en train de monter, comment tu vois le développement? Tu vas lever des fonds? Alors, je vais essayer de le faire sans lever des fonds. Je vais essayer de la bootstrapper le plus longtemps possible. Alors, tout le sujet quand tu fais des films comme ça, c'est comment tu peux récupérer ton premier budget de production qui soit suffisamment impressionnant, grand, etc. pour faire vivre des plus petits trucs. Donc, en fait, une boîte de prod, tu pitches des trucs. Donc, ce que je suis en train de chercher, c'est qu'est-ce que je peux pitcher qui va motiver quelqu'un à mettre 100 millions, 200 millions sur la table pour faire un premier film qui ne va pas coûter ça parce que nous, on va utiliser l'IA. Et que si on peut le produire pour un quart du prix, avec un budget de prod, on en produit 3-4. Et donc, je démarre une machine autofinancée sans avoir besoin de lever de capital. Et donc, que ce soit... tu vois, si c'est un budget à 30 et qu'on peut produire à 10, ben on fait 3 films. Si c'est un budget à 100 qu'on peut produire à 50, on fait 2 films. Ouais, mais c'est énorme l'économie que les producteurs, en tout cas, pourraient réaliser. Ouais, exactement. Et donc comme on va réinvestir, plutôt que de se verser des dividendes ou machin, on va tout réinvestir pour faire plus de films. Et on peut créer une machine à univers, en fait. Qu'est-ce que tu penses qu'il faudrait justement pour avoir ce premier gros budget? C'est avoir fait une preuve du concept avec des petits courts-métrages Non, justement, je pense que c'est l'inverse. Il faut aller... En fait, je sais pas si j'ai raison ou pas, mais j'ai l'intuition qu'il y a beaucoup de superstars du domaine qui ne rêvent que d'une chose, c'est d'utiliser l'IA, mais ils savent pas trop comment faire. Et surtout, je trouve que beaucoup de gens ont la mauvaise approche sur l'IA, là. C'est qu'ils veulent tous remplacer les gens les moins intéressants à remplacer. Parce qu'en fait, remplacer les artistes, les dessinateurs, la patte unique par la machine, l'âme, ça n'a aucun sens. En fait, c'est pas ça qui coûte cher, c'est pas ça qui prend du temps. Non, c'est les post-prod. Exactement. Ouais. Et en fait, tu te dis, mais quelle idée. Enfin, souvent, je pense que déjà, mathématiquement, les gens comprennent pas comment ça marche, ces machines. Mais pour le faire très, 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 très simple, c'est qu'en fait, il y a, dans les modèles d'IA qu'on utilise, il y a ce qu'on appelle une entropie persistante. C'est que plus le modèle, tu lui demandes de générer un document long, et plus la quantité de conneries qu'il raconte est exponentielle. C'est pour ça que l'IA est très fort pour écrire un paragraphe et catastrophique pour écrire un livre. Oui, vu que c'est probabiliste avec des tokens. T'as tout compris. Et donc, tu augmentes les probabilités. Exactement. Et donc, en fait, quand les gens ont cette vision de dire, je vais taper un prompt et ça va me générer un film, ils n'imaginent pas le nombre de tokens que ça nécessite et l'espèce de dérivé de probabilité que tu as sur chaque token. Oui, ça te fait une longue traîne Exactement, ça n'a aucun sens. Alors qu'à l'inverse, si tu as quelqu'un qui a vraiment un sens de l'histoire qu'il veut produire... Je crois que d'ailleurs on appelle ça la queue de dispersion. Un truc, ouais, exactement, c'est la queue de dispersion. Et si tu as une vraie idée de ce que tu veux faire et que tu sais exactement chaque paragraphe que tu veux faire, mais d'un seul coup, l'IA, mais c'est hors du commun. Parce qu'avant, chaque paragraphe, c'est 200 CGTistes que tu dois gérer, qui sont en fait des gens pas très bons, mais qui sont là à ton service. Quand tu vois un Miyazaki, par exemple au Japon, qui a dû robotiser 1500 personnes dans son studio, qui n'apprennent qu'à faire du Miyazaki toute la journée et qui n'ont pas le droit d'avoir leur propre style, parce que pour produire un Miyazaki, t'as besoin de 1500 esclaves qui sont au service de la vision du maître, et que Miyazaki dit « Ah, l'IA, c'est une horreur », tu dis « Frère, c'est toi l'horreur ». Ça fait 30 ans que t'as des gens qui n'ont pas le droit de dessiner autre chose que ta patte à toi. Alors qu'en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'à Miyazaki, je pense qu'il y a une trentaine de mecs qui feraient beaucoup mieux de faire leur propre style et de produire la valeur des 1500 grâce à l'IA et grâce à l'énergie que l'IA leur donnerait. Et c'est comme ça qu'en fait, je vois l'IA, moi. Ouais, et toi, donc, ça remplace pas la créativité de lui-même, mais au contraire, ça va l'assister pour faire en sorte que t'aies pas besoin de 1500 gars pour... Exactement. Et en fait, souvent je dis... Mais ça veut dire quand même que si on est en train de se dire que tu peux pas avoir des prompts longs qui vont te faire... Tu dois vraiment découper toutes les scènes de manière très très minutieuse pour les enchaîner, en fait. C'est même, d'ailleurs, nous, notre façon de travailler dans le pipe, c'est des storyboards d'une précision de malade, en fait. Et qui inclut... C'est comme des storyboards multimodales. C'est-à-dire, ça inclut les dialogues, les machins, les trucs. On essaye vraiment de bâtir et on traîne nos propres modèles pour nos propres personnages. Par exemple, là, moi,
Donc je me suis remis à programmer il y a 2 ans et demi quand j'ai quitté The Family. Cool. Et donc tu vois là, en ce moment, je suis en train de programmer mon propre modèle pour générer des personnages. Tu utilises l'IA CPC? Non, on utilise un modèle qui s'appelle Falcon. Oui. C'est lourd là en termes de. Je crois que ça monte à 180 milliards. Exactement. Ouais. Parce que c'est l'un des modèles qui a le plus de tokens de contexte, effectivement. Et on essaye. Alors, Mais c'est des machines de malade, ça, pour faire tourner Falcon. Ouais, alors c'est notre plus gros problème. Notre plus gros problème, c'est le cloud et l'accès au cloud et l'accès au GPU du cloud. On a eu des petits cadeaux assez exceptionnels, un petit $1 million par-ci, $1 million par-là pour Train, mais c'est pas assez en fait. Okay. Mais on est en train d'arranger ce problème, on est en train de faire des partenariats, etc. Mais je te donne un exemple. Imagine que un scénariste peut synthétiser des gens qui existent pour de vrai et les mélanger pour créer des personnages. Par exemple, tu veux un type qui parle comme DiCaprio, mais qui a les intonations de voix de Ben Affleck, et qui ait des touches de je sais pas qui dans la façon, dans le vocabulaire. L'idée, c'est de pouvoir synthétiser comme ça des archives de gens pour créer des personnalités uniques et que ces personnalités uniques soient vivants dans l'écriture. Je sais pas si tu vois le travail des writer rooms. Non. En fait, les writer rooms, c'est une méthode de travail pour travailler dans une pièce où tu as 20, 30, 40 personnes qui écrivent en même temps. Par exemple, à Hollywood, la plupart des scénarios sont écrits par des writer rooms. En France, mais l'idée, c'est que c'est collaboratif? C'est collaboratif, ouais. Okay. Et imagine que ta writer room, la moitié des gens sont des IA. Ouais, qui peuvent communiquer entre elles. Ouais. Tu fais des user agents qui communiquent entre eux et c'est parti. Là. Exactement. T'as ton texte. T'as tout compris. Et surtout, c'est exponentiel parce que quand t'en as une, si t'en as 30 dans la même pièce, t'en as 29 qui vont répondre à la première et t'en as 29 qui vont répondre à chacune. Donc, en fait, tu te retrouves... Mais en termes de data, c'est lourd. C'est notre plus gros problème. Ouais. Après, alors j'ai de la chance, j'ai deux collaborateurs exceptionnels en machine learning. En machine, ok. Qui font le gros du travail et puis moi, je fais la partie un peu interface, user, pour essayer de, tu vois, parce que moi-même, en fait, mon rêve, c'est de pouvoir écrire des histoires que j'ai en tête depuis longtemps, mais beaucoup plus vite et avec plus de profondeur. Parce que une des forces de la writer room, c'est que si t'as des personnalités vraiment différentes, des angles vraiment différents, des dialogues vraiment différents, des façons de parler, des champs lexicaux et culturels. Alors, comme t'as l'air de bien connaître le sujet, tu connais un peu l'embed? Non. En fait, t'as des bases de données qu'on appelle vectorielles, qui sont en fait des bases de données que l'IA peut interroger. Et tu fais des LoRa, tu fais des personnalités, c'est ça? Exactement. Ouais. Exactement, ouais. Tu crées tes LoRa et après, qui communiquent entre eux. Ouais. Exactement. Ouais, c'est cool. Et donc, ça, c'est un outil, tu vois, qu'on veut utiliser pour notre studio et sortir, pourquoi pas, comme un outil que d'autres studios peuvent utiliser. Oui. Si un jour ils arrêtent leur grève. Mais ça, quand tu le dis, tu vois, quand on en discute 2 minutes, tu te dis faire discuter des IA entre elles pour générer des scripts qui sont... Il n'y a rien d'innovant. Après, il faut arriver à avoir la techno pour le mettre en place. Ouais. C'est quoi? C'est tout le process que tu essayes de réinventer? Tu penses que finalement, les studios n'iront pas eux-mêmes? Je sais pas. De toute évidence, les studios peuvent pas y aller parce que quand tu vois la grève d'Hollywood là qui dure... Oui. Tu vois, ils ont pas le droit d'y toucher à ces technos. On va voir. Là, il y a des agents qui sont sur le marché pour synthétiser des acteurs. Tu vois, donc les premiers droits d'acteurs synthétiques sont en train d'être vendus. Morgan Freeman, notamment, est en négo en ce moment pour vendre sa personnalité pour exister à jamais dans les films. Énorme. Pendant ce temps-là, les mecs font grève contre l'IA. Ouais, il y a une grosse de vitesse. Il y a vraiment une grosse hypocrisie derrière tout ça. Mais bon, je trouve qu'il y a une fenêtre immense pour faire quelque chose de nouveau. Et en fait, tu sais, pourquoi les films ne sont plus si enthousiasmants? Parce qu'en fait, aujourd'hui, si tu veux produire autre chose qu'un Marvel, c'est compliqué en termes d'économics. Pourquoi les Marvel, ça marche tellement? Tout le monde aime. Ouais, parce que tu sais que tu vas faire 1 milliard de chiffres au box-office. Exactement. Et donc, tu peux lâcher 200 millions pour faire la prod. T'as tout compris. Ouais. Tu peux pas... Maintenant, un film... on l'a vu, Luc Besson, à chaque fois qu'il prend des risques, il part au tapis, quoi. Voilà. Ouais. Alors qu'avec l'IA, tu vas te retrouver à pouvoir faire des films à 200 millions de budget, peut-être pour 10 millions, 20 millions. Ouais, c'est ça. Et donc, l'économics du film, elle est à 50 millions, le break-even. Et donc, elle fonctionne à nouveau.
Et je pense que c'est l'impact que l'IA va avoir sur l'industrie du cinéma. C'est un impact de business model plus que de pipe de création. Oui. Parce que tu vas pouvoir donner de la voix à des gens qui n'ont plus de voix, en fait. Parce qu'en ce moment, franchement... Oui, où tu vas pouvoir permettre à des scénaristes aussi, au travers de l'IA, de tester des idées sur lesquelles ils seraient pas allés. Exactement. Mais ça veut dire quand même que tu vas avoir besoin de beaucoup d'argent, parce que tu vois, dans les modèles qu'on est en train d'évoquer, effectivement, quand tu vois le coût des nouvelles cartes GPU de chez Nvidia. Ça m'en parle pas. Ça, c'est un vrai problème. C'est $60,000 la moindre carte. Donc, pour faire tourner ces modèles, il en faut plusieurs. Mais c'est là où mon intuition est que comme les budgets de prod n'ont pas été updatés au coût de l'IA, t'as une sorte de fenêtre historique où si tu pitches suffisamment de films suffisamment vite, tu peux jouer la marge. Parce qu'en fait, un film qui coûte 50, il t'en coûte 20, et donc tu peux mettre 30 en GPU qui te produisent 3 autres films. Oui, je comprends. Tu vois? Et donc j'ai l'impression que j'ai une fenêtre historique qui va pas durer très longtemps, avant que tous les budgets s'updatent, où tu peux aller réclamer dans des circuits traditionnels de l'argent. Oui, c'est vrai. Que les gens, enfin, il faut juste que tu fasses des bons films avec, quoi. Oui, il faut que tu sois le premier pour pas que tous les budgets soient revus à la baisse, parce que tu auras 20 studios qui pourront proposer discounter la prod. Exactement. Ouais. Bon, super projet. Merci. En tout cas, c'est ambitieux, tu vois, parce qu'on parle tout de suite en dizaines de millions. Donc, ouais, de toute façon, bien sûr. Il va falloir, il va falloir faire un truc vraiment ambitieux. Go big, go big or go home. C'est ça. Bon, très cool. T'as vu, je m'y connais un peu en IA. Tu vas pouvoir m'embaucher là, sur tes formations. Je vois ça. Vous utilisez chez Brix pour... Écoute, nous, c'est un vrai sujet pour justement amener plus de conseils qui sont liés à nos immeubles, et c'est surtout comment on fait pour utiliser un maximum l'IA et permettre à l'intégralité des collaborateurs de monter en compétences. On est monté jusqu'à 8 personnes au service clientèle qui répondent à des questions qui ont pas forcément grande valeur ajoutée, qui sont des fois du copier-coller de ce que tu peux retrouver sur notre site internet. Donc, t'as les chats traditionnels qui renvoient vers une base de co, mais les gens ne lisent pas les bases de connaissances. Donc, dès qu'ils n'ont pas la réponse, c'est un ticket. Et par moment, on avait beaucoup de tickets. Donc, si effectivement, on peut mettre de l'IA qui a accès à notre base de données et qui peut répondre en temps réel, bah, c'est des gens qui vont pouvoir être dans de la relation investisseur, t'avoir au téléphone et t'expliquer quels sont les investissements que tu peux faire. Donc c'est top. Et d'ailleurs, moi, je vois pas du tout l'IA comme un remplacement des gens physiques. Au contraire, ça doit leur permettre de se dire, bah, j'ai un stagiaire, j'ai un alternant qui bosse pour moi, et comment moi, je vais créer plus de valeur au niveau de la société. Donc c'est top. Ouais, je suis entièrement d'accord. Et moi, je suis convaincu que c'est un peu ton postulat. Il y a personne qui va s'y intéresser avant 5 ans, avant qu'on en parle et qu'on en reparle, et que ça soit dans les médias et que le boulanger en parle en achetant sa baguette de pain. Donc, comment moi, je peux prendre une longueur d'avance avec Brix par rapport à la concurrence? Ouais, exactement. Sans transition, quel est le truc le plus contre-intuitif que t'aies fait et finalement, ça a amené des résultats de malade? Bah, je pense que la formation avec Yumi, ça a été mon truc le plus contre-intuitif de l'année. Vraiment, j'aurais pas cru que ça marcherait autant. Et je me dis qu'il faut qu'on fasse une formation dans l'immobilier avec Yumi. Ah bah, de toute façon, tu sais, il en a fait une avec Timothée. Il faudrait peut-être que vous parliez à Timothée. Ok. Je vous présenterai, tu le connais? Ouais. Ah, vous êtes partenaire. D'accord. Ah, mais c'est vrai que j'avais vu ça. Oui, vraiment. En fait, vous êtes déjà connectés. Il y a un truc contre-intuitif là qui me mindfuck en ce moment. Vraiment. Alors là, pour le coup, je regrette de pas avoir compris ça à l'époque de The Family. Ok. Parce que j'aurais donné des bien meilleurs conseils. Et j'ai switché, mais vraiment d'un seul coup. En fait, j'ai eu une conversation surréaliste avec un entrepreneur américain extrêmement successful. Et on a parlé management, scale, et comment tu scales une boîte. Et j'ai assisté à une conversation, donc il y avait lui et un autre entrepreneur à table, on était 3, beaucoup moins successful, qui avait levé une somme assez considérable, genre 40 millions, 50 millions, qui était, lui, dans cette phase où il venait de commencer à scaler, et il était, tu la connais l'histoire, en galère, ouais, c'est ça. En galère.
Et il dit, je comprends pas, je sais pas comment trouver des gens de talent, ils sont où, putain, les gens de talent, machin. Et l'Américain l'a regardé, il lui a dit, mais je sais pas de quoi tu parles. Les gens, il y en a plein. Et la valeur de ta boîte, elle est inversement proportionnelle à la qualité des gens. En fait, c'est contre-intuitif, mais une boîte, ça vaut de l'argent le jour où tu peux mettre des abrutis à tous les postes. Moi, quoi ? Ouais, ça se tient. Et il dit, non, mais t'as pas compris. Ton but, c'est de faire des process, c'est de faire des choses qui empower. Alors, il appelait les ham sandwich. Il dit, you need to empower ham sandwich au jambon. Et si tes sandwichs au jambon sont capables de produire 70% de la valeur, bah, il suffit d'en mettre plein. Et là, tu montes. Et là, tu scales. Mais si, à chaque poste, tu dois trouver un mec dans ton genre qui a autre chose à foutre que bosser pour toi et qui ferait mieux d'aller créer sa propre boîte, il y a un moment, il faut se regarder dans une glace et il faut comprendre que tout le monde n'a pas les mêmes aspirations dans la vie. Donc, ton boulot, c'est pas d'embaucher des gens qui doivent te dire quoi faire. Ton boulot, c'est d'embaucher des gens à qui tu expliques comment le faire et qui vont mettre de l'énergie et de l'enthousiasme. Et d'ailleurs, l'énergie et l'enthousiasme va venir parce que tu vas descendre avec eux dans le comment et ils vont être grateful de master a movement. Je le fais un peu en franglais parce que j'ai les souvenirs, mais c'est que lui, il dit, en fait, la plupart des gens, ce qu'ils veulent dans la vie, c'est master quelque chose d'assez petit. Ouais. Et quand ils l'ont master, ils sont heureux, ils bâtissent de la confiance en eux, et là, t'élargis leur responsabilité. Exactement. Ouais. Et mais sinon, tu les mets tout de suite dans une zone de stress parce que tu les sors de leur zone de confort et là, ça explose. Exactement. Ouais. Et là, je me suis dit, putain, il y a quand même, là... C'est bien pensé. Mais ça veut dire que ça marche pour moi que dans les phases de scale. Parce bien que sûr. Les phases de scale, ça veut dire que tu as déjà éprouvé le modèle, que tu as déjà les process. On est post-product market fit. Exactement. On est vraiment dans ce moment. Et c'est vrai que, tu vois, le conseil le plus structurant... Comment tu passes de 50 à 1000, en fait. Ouais. Nous, le conseil le plus structurant qu'on ait donné à The Family, c'est toujours c'est d'embaucher les meilleurs, etc. Et en fait, je me rends compte que c'était un très mauvais conseil. Est-ce que c'est pas vrai pour tes directeurs et que... Mais non, mais même tes directeurs, en fait, parce que qu'est-ce qui se passe ? C'est qu'à force d'embaucher des gens entrepreneuriaux, tu finis avec une boîte qui avance pas parce que tout le monde pense savoir ce qu'il faudrait faire, comment le faire, où le faire. Et en fait, il y a des gens qu'il faut encourager à devenir entrepreneurs parce qu'ils en ont envie. Et il y a des gens qui ont besoin d'embaucher des gens qui sont vraiment, fondamentalement heureux d'être dans l'exécution. Et comme je pense que c'est très touchy de dire ça en public, que c'est beaucoup plus positif de dire que en fait, il faut aller embaucher les meilleurs des meilleurs, etc. Et d'ailleurs, le mec a eu une phrase très drôle. Il a dit, si il fallait embaucher les meilleurs des meilleurs pour réussir, il y a un moment, un réussirait, tous les autres échoueraient. Parce que on peut pas tous avoir embauché les meilleurs. C'est pas faux. Et j'étais là, et ça m'a rappelé une anecdote que j'avais vécue enfant. Et j'aurais dû le savoir, putain. Quand j'étais enfant, et que j'allais dans ma famille au Liban, et que j'étais avec mes tantes, mes cousines, mes machins, et que ma mère, qui est un peu la matriarque, la boss, qui demande à tout le monde, elle demandait à tout le monde comment va leur enfant à l'école, et tout le monde disait, mon fils c'est le premier et tout. Et un jour, j'avais une de mes petites cousines qui m'avait dit, je comprends pas, ils sont pas tous dans la même école. Et en fait, c'est la même chose que les startups qui parlent de... Tu vois le truc, genre en mode, mais attends, en fait, c'est pas possible, tout le monde peut pas être premier. Et comme il y a une sorte de prime à l'hypocrisie monstrueuse dans le monde en ce moment, tu peux plus rien dire. Enfin, si tu commences à dire, moi, mon but en tant que patron, c'est de prendre des gens pas très intelligents, un peu limités, et leur donner des opportunités de carrière à la hauteur de leurs ambitions pour pouvoir faire une boîte incroyable. Genre tu parles de qui, là? Ouais. Moi, je suis limité. Mais en fait, c'est contre-intuitif, mais c'est la bonne chose à faire. Et d'ailleurs, ce même mec... Et ça t'oblige, tu vois, nous, ce qui a été compliqué, c'est que ça t'oblige à donner de la visibilité avec des carrière pass, avec à tes employés qui, des fois, n'en ont pas et viennent te la réclamer. Ouais. Effectivement, tu vois, nous, on l'a pas mis en place chez nous et ça nous est réclamé par les collaborateurs. Et il faut absolument qu'on avance là-dessus. Parce que on sait qu'un collaborateur, il va rester 5 ans dans ta boîte et après, il va évoluer vers d'autres choses. Donc, il va te donner, mais il faut que tu lui rendes en parallèle. Ouais. Mais je le nuancerai parce que tu vois, là, nous, on est 40
il te faut quand même des gens qui ont la tête bien faite pour mettre les process en place au début, parce que l'entrepreneur peut pas tout faire. Encore une fois, on parle du scale. Mais après, effectivement, au niveau du scale, si c'est répétitif, tu veux au début avoir un process et que les gens fit dans le process, mais si tu veux scaler, aller vite, tu peux pas avoir des gens qui remettent en question toute la journée la façon dont les process sont faits. Exactement. Non, c'est assez smart, mais oui, c'est contre-intuitif et c'est pas... c'est pas politiquement correct. Voilà, je cherchais le mot. Exactement. Ouais. Et c'est vraiment... Et en fait, je m'en suis vachement voulu d'être tombé dans le... Est-ce que c'est pas parce que aussi les Français veulent faire trop de choses? Tu vois, j'ai l'impression que vraiment ils arrivent à avoir un drive et un focus bien plus important, les Américains. Écoute, on va faire ça, et tant qu'on fait pas 3 milliards sur cette verticale, on fait rien d'autre. Ouais. Moi, j'ai l'impression que nous, et moi, c'est ce que je m'oblige à faire, tu vois, mais t'es une petite startup, tu fais 500 000 euros de chiffre d'affaires, t'as déjà 5 produits et tu veux mettre en place 10 idées différentes à l'année. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Ils ont un talent de focus hors du commun. Donc là-dessus, c'est compliqué de venir mettre des process parce qu'en fait, il y a tellement de choses à appréhender. Ouais. T'as d'autres choses contre-intuitives ou... Celle-là, c'est la plus grosse. Il y en a une autre que j'ai appris récemment, mais bon, qui est pas, qui est plus facile à accepter, plus facile à comprendre. Mais en fait, j'ai remarqué que quand tu bougeais la top line dans une boîte, donc le chiffre d'affaires, tu vois, la ligne la plus haute. Dans le monde des startups, t'as un peu l'idée que, en fait, la top line, si elle bouge et qu'elle grossit, un jour ou l'autre, tu vas résoudre la bottom line. Et en fait, c'est faux. Ça marche pas comme ça. donc pour si tu bouges le chiffre d'affaires, ça veut pas dire que tu finiras par avoir de la rentabilité. Exactement. Donc tu peux vraiment gagner beaucoup d'argent en perdant. Et en fait, c'est contre-intuitif, mais la structuration de la nature de ton profit est plus important que la réalité de ton profit. Donc, je m'explique. Dès le début de ta boîte, tu dois réfléchir à comment ce profit est fabriqué et est-ce que ce profit va devenir réel un jour ou l'autre. Ça, pour le coup, je l'ai bien compris parce que... Ouais. Et ça, c'est fou comme on a collectivement eu l'illusion dans les startups qu'un jour, tu finis par optimiser. Oui, tu vois, il y a eu tellement d'exemples là-dessus. Uber qui en est à 32 milliards de pertes cumulées avant de devenir rentable et un seul semestre ou un seul trimestre, je sais plus. Exactement. Mais effectivement, tu vois, moi, quand 1001 Pharmacie, on n'a jamais été rentable quand on faisait du e-commerce parce que c'est vraiment un métier très compliqué d'avoir de la rentabilité sur du e-commerce. À moins de faire vraiment des volumes très importants, donc c'est toujours la course à la taille critique. Quand je suis reparti sur une nouvelle startup, la première question que je me suis posée, c'est de me dire, ok, quel est le business que je peux faire qui va avoir une rentabilité à coup sûr. Donc ça veut dire essayer de vendre des choses avec un prix unitaire assez cher. Quand tu vends un truc à 5 euros, c'est dur de dégager des marges. Quand tu vends tout de suite une maison, c'est déjà un peu plus facile. Et surtout, j'ai pas peur de m'en cacher, dans le sens où effectivement on prend des commissions qui sont peut-être plus élevées que celles du marché, mais c'est plutôt bon signe pour ceux qui investissent sur ma plateforme parce que ça nous garantit une certaine pérennité au niveau de notre société. Et moi, je préfère mettre mon argent dans une banque qui est rentable à la fin de l'année. Plutôt que des fois d'aller dans des startups où je me dis est-ce que je vais récupérer mon argent. Donc oui, les coûts sont plus importants, mais je sais que je peux dormir sur mes deux oreilles. Exactement. Comment tu fais, toi, pour t'améliorer au quotidien, que ça soit en termes de mindset, spirituellement, en termes de philosophie? Ça passe par de la lecture, ça passe par des réflexions, ça passe par... Moi, ça passe beaucoup par l'entourage, en fait. De l'entourage? Ouais, trouver les bonnes personnes au bon moment de ma vie. Ok. Tu vois. Par exemple... C'est con. Qui te challenge ou c'est quoi le... En fait, tu te fais challenger naturellement par la fréquentation. Mais tu vois, en ce moment, je me lève tous les matins, je marche, etc. Ce genre de choses. Et je le fais parce que je fréquente des gens qui le font. C'est aussi bête que ça, en fait. Ouais, donc la routine matinale, c'est parce que tu l'as calée sur d'autres personnes. Ouais. Je trouve qu'en fait, étant un animal social, ma façon la plus simple d'apprendre, c'est simplement de mettre un peu intensément avec des gens qui
qui font la chose que j'ai envie d'apprendre, quoi. Et c'est sur quel domaine là t'aimerais pousser la réflexion, apprendre encore plus, tu vois que... En ce moment, là, mon grand challenge de l'année, c'est l'automatisation et vraiment pousser l'IA dans ma vie. Et en fait, il y a plein de choses que je veux qui existent avec des agents autonomes. Mon obsession, c'est les agents autonomes. Ok. Donc voilà. Parce qu'en fait, j'ai décidé de fonder mon studio de dessin animé avec une IA. Ok. Mon cofondateur va être une IA. Ok. Et c'est énorme ça. Ouais. Et j'ai décidé de donner 50% des parts à cette IA qui sont mis dans un trust au Nevada qui va durer 350 ans. C'est smart. Ça va faire le buzz. Et à ma mort, cette IA va distribuer à cet argent. À des fondations? Pas des fondations, surtout pas. Surtout pas. À des gens en direct qui lui parleront. Ok. Et l'IA déterminera si tu es digne de recevoir un virement ou pas et de quel montant. C'est marrant. Et donc, tu auras une IA en permanence qui existera, qui sera la legacy, qui aura un nom qui s'appelle Lyra Haruto, qui est le nom de ma boîte. Mm-hmm. Et tu pourras aller lui parler et elle pourra à un moment déterminer que... en fonction de ta situation. Ouais, ta situation, ta vie, etc. Et en fait... Il y a des mecs qui vont pas arrêter de lui parler toute la journée. Ouais. Très bien. Je pense qu'ils vont vite se décourager. Ça va être fun. Il y aura des clés secrètes qui, tu sais, des backdoors pour débloquer des... Et en fait, je me donne en fait toute ma vie pour programmer cette IA pour qu'à ma mort, tu vois, elle devienne autonome, quoi. Et je vais le faire en open source. Ça s'est déjà vu, ça, une co-association dans une boîte avec une IA? Il y a une boîte chinoise qui l'a fait, qui a un CEO IA. Alors, c'est une version un peu dystopique, parce qu'en fait, c'est une IA qui se surveille 24 heures sur 24 et qui te fout des coups à chaque fois que ton attention est un peu ailleurs. Mais comme ça, non. En version positive et pas dystopique. Oui. Et donc, mon idée, c'est vraiment d'incarner l'esprit de la boîte de dessin animé pour que tout le monde dans la boîte puisse poser des questions, tout le monde puisse venir, etc. C'est énorme en termes de campagne de lancement, parce que là, tu vas faire le buzz. Tu vois, je pense que c'est le but. Ouais, là, je pense que ça va être repris par pas mal de médias. Ouais. Top. Donc voilà. Donc ça, c'est ma grosse obsession de l'année. Ok. C'est de donner une réalité mise en place. à ça. Ouais. Ok. Et juridiquement, dans le Nevada, tu peux avoir une boîte qui est gérée par une IA? Alors, une boîte, non, mais un trust. En fait, comment ça marche, c'est que j'ai fait un trust dont le bénéficiaire effectif est une personne qui est garant de l'IA pour l'instant. Ok. Et il va falloir trouver des avocats qui perdurent. Qui acceptent. T'as un nomini et ils acceptent de suivre tes volontés. Exactement. Bon, eux, ils sont contents en plus, ils prennent des fees au passage tous les ans. Exactement. Ouais, c'est clair. Ouais. Donc, ils vont les suivre, les volontés. Ouais, c'est vraiment marrant comme structuration. Ouais. Ouais, non, mais ça se tient. Je pense que les avocats, ils seront OK pour jouer le jeu, tu vois. Ouais, de toute façon, ils sont déjà à fond. Hein. Ouais. D'ailleurs, cette structuration de nos mini-trusts, c'est aux États-Unis que tu l'as fait? Ouais, j'ai fait aux US. Parce que la boîte est américaine. Pourquoi les US, c'est plus facile là-bas de faire ça? Parce que tu aurais pu le faire à Dubaï, mais... Alors, Dubaï, non. Il n'y a pas de trust à Dubaï. Donc, les trusts, c'est soit l'Angleterre, soit les îles Cook, soit les US. C'est 3 vrais trusts. Ouais. J'ai beaucoup hésité. Après, îles Cook, c'est tellement exotique et machin. Et en fait, je me suis dit un truc un peu hypocrite. C'est que je me suis dit, quitte à payer beaucoup d'impôts, autant le faire avec le gouvernement américain. Parce que le gouvernement américain a une sacrée tradition d'aider, soutenir et aligner ses intérêts avec les gens qui payent des impôts chez eux, quelle que soit leur nationalité. Ouais. Et donc, je me dis, si ça devient une très grosse boîte et qu'il commence à y avoir des enjeux de soft power, de machin, si je devais faire la propagande d'un pays sur Terre, ce serait les Américains. Et je le dis avec beaucoup de facilité parce qu'en fait, ça n'existe pas de ne pas faire la propagande d'un système. Tout le monde doit choisir quel système il a envie de faire la propagande. J'ai pas envie de faire la propagande des Russes, j'ai pas envie de faire la propagande des Chinois et j'ai pas envie de faire celle des Européens. Et donc, s'il y a un état d'esprit que j'aime bien, c'est celui de la liberté, du rêve américain, etc., qui, évidemment, est pas exactement ça, machin, mais on s'en fiche. Donc, je me dis, quitte à m'aligner culturellement et caricaturalement sur un système, j'ai envie que ce soit le système américain. Qui colle plus à ta dimension entrepreneuriale. Qui colle à ma dimension entrepreneuriale, qui colle à mes valeurs, qui est pas parfait, qui a plein de cadavres dans les placards, etc. J'en suis conscient, je suis pas débile. Mais, de toute façon, tout le monde en a. Donc, il y a un moment, il faut bien choisir un camp, quoi. Ouais.
Ok. Et je fais pas confiance à la France, je fais pas confiance à l'Europe. Je me dis, si je commence à faire un trust en Europe qui donne de l'argent comme ça, je suis sûr que un jour, il y a un mec, il va faire une loi disant c'est honteux. Pourquoi il décide de donner de l'argent discrétionnairement il est plus là. Il est plus là. Il faut que ce soit décidé, tu vois, par le Parlement. Donc, je ne fais pas du tout confiance à la mafia européenne que je trouve incroyablement liberticide. Et je vois, par exemple, ce qu'ils sont en train de faire dans les cryptos. Moi, ça me rend malade. Je me dis, mais ils sont timbrés. C'est-à-dire que sous prétexte de... En fait... En Europe, sous prétexte de beaucoup de choses de bienveillance, on supprime un droit fondamental qui est celui le droit de la vie privée. Donc on l'a fait avec le Covid, on est en train de le faire avec les cryptos. C'est toujours la même chose. C'est pour une grande cause. Mais en fait, à force, on va finir par avoir des systèmes qui sont vraiment, vraiment liberticides, quoi. Ouais. Et donc là, sur cette société, là, tu t'associes pas donc? Alors, pour l'instant, je suis associé à une IA. Mais après, je suis très ouvert à m'associer avec d'autres gens au fur et à mesure. Tu vas voir. Ouvrir, ouais. Je me rappelle plus quelle était la philosophie que tu avais quand tu étais chez The Family par rapport aux solo founders versus les équipes. Moi, je pense que c'est trop dur d'être solo founder. Ok. À terme. Donc solo founder, c'est quelqu'un qui crée tout seul sa société. Après, vaut mieux être seul que mal accompagné. Hein. Donc c'est ça l'équilibre. Et puis en fait, il y a plein de façons d'être solo founder sans être solo. Enfin, tout ça c'est compliqué parce que derrière les mots, tu vois, il y a des gens ils sont associés et en fait ils sont pas associés parce qu'en fait ils écoutent pas leur co-founder, ils s'en foutent. Il y a des gens ils sont pas associés mais ils ont des équipes très fortes autour d'eux avec qui ils partagent de la valeur mais ils ont pas d'equity. Il y a plein de façons de faire en fait. Maintenant, je pense que si tu veux faire quelque chose de très ambitieux, le faire à 100% tout seul sans avoir, si t'as pas un minimum 2-3 personnes de ton niveau qui sont ton égal, qui sont capables de faire avancer la boîte, c'est dur. Ça veut dire que 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours, ouais. C'est toi qui es responsable de l'énergie seul. C'est pas facile. Hein. Ouais, bah tu vois ce que j'ai réussi à faire là sur Brix, c'est arriver à avoir une team de directeurs avec lesquels j'avance, qui sont impliqués au projet. Ouais. Et je trouve ça bien parce que finalement, je me retrouve à prendre in fine la décision en dernier recours. Ouais. Mais en tout cas, j'ai des gens d'un très bon calibre sur lesquels vraiment je peux m'associer. La difficulté, c'est que j'ai toujours l'impression qu'au début, quand tu t'associes avec des personnes, tu sais pas comment le projet va évoluer. Tu vois, c'est flip the coin. Tu jettes une pièce et finalement... Mais de toute façon, aux US, la plupart des cofondations finissent mal. Hein. Regarde, Facebook, c'est un mal fini. Apple, c'est un mal fini. Tesla, c'est un mal fini. J'ai les cofondateurs d'Elon Musk à Tesla. Enfin, je sais pas si tu les as déjà entendus dans la presse et tout, les vrais fondateurs de Tesla. Les vrais fondateurs qui se sont fait un peu racheter la boîte. Mais laisse tomber, ils sont horribles. Et en plus, moi, ce qui me fait toujours rire sur ce genre d'histoire, c'est que c'est toujours des gens qui n'ont rien fait après. Ouais, en fait, c'est ça. Le mec, il dit, ouais, j'étais cofondateur, j'ai fait tout. Le mec, pendant 10 ans, il a lancé des fusées, des machins, des trucs. L'autre, il a rien fait pendant 10 ans. Et il vient et dit, ouais, en fait. C'était moi. Ouais. Je me dis, mais qui peut sérieusement croire ça, en fait? Oui, alors et d'ailleurs, ça, c'est... Qui devrait se servir, au contraire, de l'image de Tesla et se dire, bah, ça y est, je claque des doigts et je peux avoir de l'argent pour remonter un nouveau business. Mais évidemment. Ouais. Et d'ailleurs, il y a une scène dans le film Steve Jobs que j'ai revu récemment dans l'avion où Wozniak dit à Steve Jobs que ce serait bien de reconnaître les efforts de Apple II sur scène. Et il s'engueule. Je sais pas si tu l'as vu, cette scène. J'ai pas regardé le film. Absolument que tu regardes. Je pense que ça résonnera en toi. Parce que je pense qu'on a tous vécu ça, en fait, en tant qu'entrepreneur. À un moment, des gens qui viennent réclamer pour des raisons philosophiques, morales. J'étais là au début. Une part du succès, alors que toi, dans ta chair, tu sais qu'en fait, ils ont rien foutu et que t'as pas envie de leur donner cette reconnaissance. Et Wozniak s'engueule avec Jobs là-dessus. Et Jobs, il regarde Wozniak et il fait, mais je suis parti de 10 ans. Vous avez fait quoi pendant ces 10 ans? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Pas de ma faute si vous avez raté. C'est vous qui avez raté, c'est pas moi. Moi, pendant 10 ans, j'ai créé Pixar, je suis parti, je me suis marié, j'ai eu des enfants. Vous avez fait quoi, vous? Non, c'est toujours cette dimension, tu sais, de l'entrepreneur au début qui pense que parce qu'il a une bonne idée, bah, finalement, la paternité du projet lui est due ad vitam aeternam, alors que finalement, c'est l'exécution au quotidien. Exactement. Ouais.
On va bientôt conclure, Oussama. Ouais, avec plaisir. Si tu as un dernier conseil à donner justement à un jeune qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat, dans l'investissement en général, tu lui conseillerais quoi? Déjà, moi je pense qu'il faut conseiller aux gens de bien distinguer leur patrimoine de leur travail. Parce que derrière le mot investissement, entrepreneuriat, on a tendance à tout confondre. À tout confondre. Mais c'est aussi les médias qui font ça, tu vois. Ouais, quand on t'annonce la fortune de un tel, en fait, c'est la fortune qui est liée à la capitalisation de l'entreprise. C'est pas du tout leur fortune perso. Exactement. Donc ça, et je pense que construire son patrimoine, c'est comme tous les sujets de la vie. C'est comme avoir une bonne famille, une bonne relation de couple, des bons amis. C'est des choses, il faut se former, en fait. Si tu veux être heureux en couple, t'as intérêt d'investir dans qu'est-ce que ça veut dire être heureux en couple. Si tu veux avoir des amis à la hauteur, il faut investir dans tes amitiés. Et si tu veux avoir un patrimoine, il faut investir du temps dans ton patrimoine. Mais il faut pas le confondre avec ton travail, en fait. Dans ton patrimoine ou finalement dans la connaissance? Dans la connaissance de comment développer et qui sont les bons partenaires, qui sont les bons moyens, c'est quoi d'ailleurs, il y a des super podcasts maintenant. Exactement. Pour apprendre. Donc, en fait, pour moi, c'est deux sujets et à mon avis, j'adore la phrase d'Hormozy. Tu connais Alex Hormozy? Faut que tu regardes ça aussi. Ouais, je vais t'envoyer des petites références. Okay. Mais Alex Hormozy, c'est un mec c'est un peu le Oussama Ammar américain. Okay. Donc il est c'est hyper prétentieux ce que j'ai entendu dire. Parce qu'à mon avis, c'est plutôt moi qui essaye d'être un Hormozy français, mais bon. Hormozy, il dit, invest in your earn, before anything else. Okay. Invest in yourself before earn. Et en fait, invest in yourself before earn. Ok. En fait, son idée, c'est que investis dans toi-même avant de créer un patrimoine. Exactement. Son idée, c'est que t'investis dans toi-même, ensuite t'investis dans ton patrimoine, et ensuite tu exploses. Et c'est vrai que ça peut pas être le contraire. Ça peut pas être le contraire. Ouais. Et ça va pas vite. Tu as besoin d'investir. En fait, tu scales en faisant ça. Ouais, c'est que si t'es capable d'investir dans toi-même, tu vas avoir une exponentielle. La première fois où tu vas investir dans ton patrimoine, ça sera démultiplié parce que tu prendras les bonnes décisions. Ouais. Donc vraiment, se concentrer sur avoir la bonne éducation. C'est la raison pour laquelle je te posais justement la question de savoir comment toi tu te formais, comment t'apprenais. D'ailleurs, moi, je dépense une fortune pour former. Pour te former. Parce que t'as un coach? Ouais, j'en ai plein. T'en as plein. Mais en fait, pour te former, il faut un moment passer du temps avec les gens. Mais j'ai l'impression que ta force aussi, c'est d'être capable de dire, toi, tu me sers à rien, tu sors de mon cercle. Ouais. Tu vois, il y a beaucoup de personnes qui sont pas capables de se rendre compte que finalement, tu vois, on est un peu la moyenne des personnes qu'on fréquente, et être avec des personnes qui réfléchissent de manière intellectuellement poussée, ça va t'élever parce que tu vas essayer de te mettre à leur niveau. Ouais. Mais il faut être capable de dire, toi t'es toxique, tu me sers à rien dans ma relation, j'arrête de te fréquenter. Ouais, exactement. Faut pouvoir se le dire. Exactement. Ouais. Bon, Hormozy, si le Hormozy français et Grant Cardone, c'est les deux que tu dois regarder. Ils sont vraiment forts. Je regarderai. Si on doit créer le buzz là, à la fin du podcast, est-ce que tu as un truc un peu clivant là à nous annoncer qui fait que ça va faire jaser sur les réseaux ou... Putain, non, ça va être dur ça me vient jamais comme ça me vient toujours dans des moments de... Il nous faut une anecdote Yakuza. Ouais, c'est ça. Mais non, mais je pense que le truc le plus clivant, c'est que c'est finalement que, en fait, les gens peuvent raconter ce qu'ils veulent. Il y a un moment donné dans la vie, bâtir la vie dont on a envie, les principes sont simples, ils sont publics et tout le monde les connaît. Il faut apprendre des choses, il faut devenir fort à ce qu'on sait faire, et il faut répéter et répéter le process pour passer des étapes. Et c'est documenté de milliers de façons sur Internet, etc. Le problème, c'est pas l'accès à l'information. Le problème, c'est le fait de pouvoir transformer cette information en quelque chose d'actionnable. Et c'est ça la valeur des formations, c'est ça la valeur d'une plateforme comme la tienne. C'est que tout le monde comprend les principes de l'immobilier, mais pour être un Timothée, bon courage. Ouais. T'as bien meilleur compte de donner ton argent à un Timothée sur Brix que d'aller le faire toi-même si tu n'as pas l'énergie et le temps à investir, et on peut pas investir dans tout. Donc, il y a des choses dans lesquelles on doit être actif et des choses dans lesquelles on doit être passif. Tu vois, je vais finir sur quelque chose d'un peu philosophique. Il y a beaucoup de personnes qui pensent que c'est de l'inné, tu vois, que tu nais comme ça et que tu as des compétences. Et en fait, non, au contraire, c'est de l'acquis. Ouais.
et il faut avoir une résilience de te dire que tu vas investir sur toi-même et que ça va pas se faire du jour au lendemain. Ça va être une curiosité continue qui va t'amener à avoir une somme de compétences, et là tu pourras devenir créatif et tu pourras investir au bon endroit. Et en parlant de résilience, tu vois, je trouve que c'est une de tes forces et que j'admire. Tu vois, sans prendre parti par rapport à ce qui s'est passé entre tes associés, toi, The Family, à un moment donné, les gens ont pris position, il y a eu beaucoup d'opprobre qui a été lancé sur les réseaux sociaux, et ta force a été de laisser passer et d'être capable de rien dire dans ces moments de turbulence. Et finalement, je pense que c'est assez dur ça pour beaucoup d'entrepreneurs qui sont piqués dans leur ego, piqués au vif, et qui sentent le besoin de réagir. Et t'es un bel exemple de résilience et de rebond, parce que finalement... je dis rien, je laisse passer et on laissera la justice faire. Et moi, je continue avec mes projets. Et ça inspire d'autant plus confiance. Tu vois, c'est un peu la loi de Brandolini. Finalement, tu peux pas répondre à un flot de choses qui sont invérifiables, parce que ça te demanderait une énergie qui est 3 fois plus importante que jeter finalement de l'huile sur le feu. Donc le mieux, c'est de laisser passer la tempête et de montrer que tu es toujours là et que tu es toujours présent. Donc, exactement. Merci, ça me touche beaucoup. Merci beaucoup. Félicitations pour ta résilience. Merci. Merci pour tous tes conseils. Félicitations à toi aussi. Merci aussi. C'est la fin du Brick Talk. Allez, à bientôt. À bientôt. Salut.